Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment interagir avec une base de données grâce au langage de programmation Python. Il faut savoir que la très grande majorité des systèmes de gestion de bases de données sont basés sur le modèle client-serveur, et donc ça nécessite le démarrage d'un serveur pour effectuer des requêtes sur cette base de données. En revanche, avec le système de gestion de base de données qui s'appelle SQLite, la base de données est entièrement représentée dans un fichier qui est en plus indépendant de la plateforme. C'est pour cette raison que nous allons utiliser le SGBD SQLite dans cette présentation. Pour interagir avec notre base de données SQLite avec Python, on va pouvoir utiliser le module qui s'intitule SQLite 3 et qui est présent dans la distribution de base Python. Donc ce n'est même pas un module qui est installé, il est installé par défaut si vous avez Python installé sur votre ordinateur. Je vous montre à l'écran la documentation officielle de ce module-là, SQLite 3, qui contient un tutoriel qui permet de prendre en main ce module et dont je me suis largement inspiré pour préparer cette vidéo. Donc je vous mettrai le lien en description. On va donc créer un fichier que je vais appeler demo.py par exemple, et donc pour utiliser la bibliothèque SQLite, on a juste à l'importer, donc import SQLite 3, et voilà, normalement ça suffit. Donc premièrement, on va devoir créer une nouvelle base de données et s'y connecter pour permettre au module SQLite 3 d'interagir avec elle. Donc je vais créer une connexion avec l'instruction SQLite 3.connect, et ensuite je dois passer en paramètre à cette méthode le nom de ma base de données. Alors je vais l'appeler élève.db. Alors, cette méthode connect a l'avantage de réaliser la connexion avec la base de données si cette base de données existe déjà, et en revanche, si cette base de données n'existe pas, cette instruction va la créer. Et la méthode connect va renvoyer un objet de type connexion avec lequel on va pouvoir travailler par la suite. Si j'exécute ce fichier Python, on va voir en fait ici que notre fichier élève.db va être créé. Voilà, il vient d'être créé à l'instant. Alors évidemment, pour l'instant, il ne contient rien du tout, mais il vient d'être créé. Maintenant que la base de données est créée et que nous avons établi la connexion avec cette base de données grâce à l'objet connexion, on va devoir créer ce qu'on appelle un curseur grâce à l'instruction connexion.cursor. Donc ce curseur, on va l'appeler CUR. Voilà, j'ai utilisé ces notations-là parce que ça a l'avantage d'être les mêmes en français, aussi bien en français qu'en anglais. Et donc ce curseur, c'est en fait un objet de la classe cursor, et c'est grâce à cet objet que l'on va pouvoir exécuter des requêtes SQL et récupérer les résultats. Donc la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va créer une table dans notre base de données. Alors pour créer une table dans la base de données, on va utiliser la méthode execute. Donc en fait, on va écrire cursor.execute, et ici, à cette fonction, on va lui passer une chaîne de caractères qui correspond en fait à la requête SQL qui permet de créer notre table dans notre base de données. Alors pour faire simple, notre base de données ne contiendra qu'une seule table que je vais appeler élève et qui évidemment, vous l'aurez deviné, va représenter des élèves. Donc là maintenant, je vais écrire la requête qui permet de créer ma table. Donc c'est create table, donc la table je vais l'appeler élève, et cette table elle va avoir donc plusieurs attributs. Un premier attribut ID qui sera un entier, qui sera notre clé primaire, donc primary key, et je vais rajouter l'instruction auto-increment. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Donc ça, ce sera le premier attribut. Alors oui, j'en profite pour vous dire que en fait, la chaîne de caractères, là, il faudrait que je l'écrive entièrement sur une seule ligne, ça va être un petit peu long. Et donc pour éviter d'écrire les chaînes de caractères sur une seule ligne, on a la possibilité de mettre ces chaînes de caractères entre triples guillemets, ce qui va permettre en fait de les écrire sur autant de lignes que l'on veut. Voilà, donc par exemple, je vais créer ma table élève. Il va y avoir un premier attribut ID, comme je viens de vous l'expliquer. Ensuite, un deuxième attribut que je vais appeler nom, qui sera de type texte. Un troisième qui sera prénom, donc de l'élève, qui sera aussi de type texte. L'âge de l'élève, qui sera de type integer, donc un entier, et la classe de l'élève, qui sera de type texte. Voilà, donc je ferme ma parenthèse qui avait été ouverte à cet endroit. Alors normalement en SQL, on est censé terminer notre requête avec un point-virgule. Avec Python, ce ne sera pas nécessaire d'écrire les points-virgules pour terminer les requêtes.
Et enfin, pour terminer, on va fermer la connexion avec notre base de données, tout simplement, en écrivant connexion.close. Voilà, donc je vais enregistrer ce que je viens d'écrire, je vais exécuter ce fichier Python, et on va voir que dans notre base de données, il y aura bien une table qui aura été créée. Donc j'exécute, et pour vérifier que notre base de données a bien été créée avec une table à l'intérieur, je vais utiliser le logiciel DB Browser for SQLite. Voilà, donc il est ouvert, j'ouvre la base de données, donc j'ouvre le fichier élève.db qui vient d'être créé, et donc déjà je peux voir que il y a bien une table à l'intérieur, une table qui s'appelle élève, voilà, on retrouve bien les différents attributs des futurs enregistrements de la table, ainsi que leur type. Donc a priori tout s'est passé correctement. Donc évidemment si je vais dans parcourir les données, je vois que la table pour l'instant est vide. Donc j'ai bien mes différentes colonnes, avec le nom des attributs que j'ai choisis, mais pour l'instant je n'ai aucune ligne, aucun enregistrement. Donc bien sûr par la suite on va ajouter des élèves dans notre table. Mais juste avant cela, je vais vous montrer quelques petites choses. Donc je reviens à mon fichier, et je vais essayer de le réexécuter une seconde fois. Et si je le réexécute une seconde fois, on se rend compte qu'un message d'erreur est renvoyé. Et en effet, si on regarde le message d'erreur, il nous indique tout simplement qu'une table élève existe déjà dans notre base de données. En effet, j'essaye de réexécuter cette instruction, donc de créer une table élève, mais celle-ci existe déjà. Et donc pour éviter ce message d'erreur, je peux choisir de supprimer en fait au départ ma table élève pour qu'elle se recrée à chaque fois et qu'on ait plus ce message d'erreur. Alors pour faire ça, je vais juste rajouter l'instruction cursor.execute et écrire l'instruction SQL qui me permet d'effacer une table, donc c'est drop table, et je vais l'effacer seulement si elle existe, donc if exists, et ensuite je mets le nom de la table, donc qui s'appelle élève. Donc encore une fois, le point virgule, je peux le mettre ou pas ici avec Python. Donc voilà, si j'enregistre et que j'exécute à nouveau mon fichier, je n'aurai plus ce message d'erreur. En effet, hein, à chaque fois, la table elle est supprimée à cet endroit-là, si elle existe déjà bien sûr, ce qui était le cas, et ensuite on la recrée. Avant de passer à la suite, avant d'insérer des élèves dans notre table, je veux aussi vous montrer que tout ça, ça peut être regroupé en une fonction. Donc par exemple, je peux créer une fonction que je vais appeler créer table et qui va contenir en fait tout ce code qui est là. Et ensuite, si je veux créer ma table, bah, j'aurai juste à appeler cette fonction dans mon code et ça va me permettre de créer ma table. Voilà. Bon. Pour la suite, je recopie une partie du code qui est là parce que je ne vais pas créer des fonctions à chaque fois. Je vais simplement supprimer les deux instructions qui ont été exécutées. Voilà, et là en fait on a la structure globale de ce qu'il va falloir faire à chaque fois. On crée notre connexion avec notre base de données, on crée un curseur, ensuite on va utiliser notre curseur pour exécuter des instructions SQL, et ensuite on ferme la connexion avec notre base de données. Donc maintenant on va voir à cet endroit comment on va pouvoir ajouter des élèves à notre base de données. Donc pour ajouter un élève, en fait on va utiliser à nouveau la méthode execute. Donc on écrit cursor.execute, et ensuite, entre guillemets, on va lui passer la chaîne de caractères qui permet d'insérer un élément dans notre base de données. Donc c'est la requête SQL insert into, ensuite on met le nom de la table, donc élève. Ensuite on précise le nom des attributs, donc le premier c'était, je vais réduire un petit peu ça, le premier c'était ID qui va me permettre d'identifier un élève, donc son identifiant. Ensuite le nom, le prénom, l'âge, et la classe. Et ensuite, j'indique quelles valeurs vont avoir ces différents attributs pour insérer mon premier élève. Le premier élève que j'ai choisi d'insérer dans ma table, donc il aura pour ID 1, ce sera le premier, il aura pour nom Dupont, donc une chaîne de caractères, hein, Dupont, comme prénom Jean, donc une chaîne de caractères également, l'âge par exemple 15 ans, et la classe ce sera aussi une chaîne de caractères, par exemple 2A pour indiquer seconde A. Voilà, et je ferme ma parenthèse. Cette instruction, lorsque je vais l'exécuter, va permettre de créer cet élève dans la table. Alors pareil, hein, je peux créer des triples guillemets pour écrire la requête sur plusieurs lignes. Donc, par exemple, faire comme ça, ce sera peut-être plus visible pour vous, à l'écran. Voilà, quelque chose comme ça.
Si on s'arrête là, en fait, l'élève ne va pas être réellement inséré en base de données, parce qu'en fait, l'instruction insert, qui est ici, permet de créer ce qu'on appelle une transaction. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, mais sachez que cette transaction, il va falloir la valider pour que les changements soient réellement effectués en base de données. Donc là, que l'élève soit réellement inséré dans la base de données. Pour valider cette transaction, on va utiliser la méthode commit qu'on applique sur l'objet connexion, hein, donc c'est connexion.commit, qui va avoir pour effet de réellement enregistrer cet élève dans notre base de données. Vous pourrez essayer d'exécuter le code sans cette instruction, vous verrez que l'élève ne sera pas ajouté à notre base de données. Voilà. Bon. Maintenant j'exécute ce code-là, et je vais rouvrir DB Browser for SQLite, j'actualise ça, et on voit qu'il y a bien un élève qui a été ajouté dans notre base de données et qui correspond bien sûr à celui que l'on vient d'insérer avec notre instruction SQL. Bien, alors ici on voit que les données sur notre élève ont été inscrites directement dans la chaîne de caractères correspondant à ma requête SQL. Ce n'est bien sûr pas toujours le cas, et d'ailleurs la plupart du temps on va devoir insérer des éléments en base de données qui sont stockés dans des variables, donc dans des variables qui sont externes à cette chaîne de caractères. Donc par exemple, imaginons que je veuille insérer un nouvel élève, donc je vais l'appeler élève 2 par exemple. Alors cet élève 2, on va dire qu'il s'appelle aussi Dupont, mais cette fois-ci c'est Jeanne, qu'elle a 17 ans, pardon, et que elle est en classe de terminale générale 2. Alors pour insérer ce deuxième élève dans la base de données, première chose déjà, c'est que, vous voyez, je n'ai pas son identifiant. Donc finalement, je n'ai pas la valeur correspondant au premier attribut de ma table. Et en fait, je ne vais pas avoir besoin de le faire. J'en avais parlé un tout petit peu au début, c'est parce que j'ai utilisé le mot-clé, la auto-increment, qui va permettre, en fait, à chaque fois qu'on va ajouter un nouvel élève dans notre table élève, notre attribut ID, qui est ici, va s'auto-incrémenter. Je n'aurai pas besoin de préciser l'ID de l'élève. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que la plupart du temps, je ne sais pas combien d'élèves j'ai dans ma base de données, et donc ça m'évite de savoir ou de devoir déterminer combien j'ai d'élèves dans ma base de données pour trouver quel identifiant je vais pouvoir utiliser pour un nouvel élève. Voilà. Donc, pour insérer cet élève 2 en base de données, je vais avoir un petit peu la même structure qu'ici. Donc, je copie-colle les deux instructions qui sont écrites précédemment. Donc, je n'ai pas besoin de préciser l'ID grâce à auto-increment. Et ensuite, ici, donc ça je peux l'effacer. Et donc là, les valeurs que j'aimerais bien écrire à cet endroit-là, ce sont celles qui sont dans mon tuple ici, élève 2. Donc, pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer. Donc j'ai 4 valeurs à inscrire, donc je vais les remplacer par des points d'interrogation, donc il y en a 4, et ensuite je vais passer en deuxième paramètre à ma méthode execute, le tuple élève 2. Et en fait, la bibliothèque SQLite 3 va permettre de faire le lien entre les deux, c'est-à-dire va aller regarder dans le tuple élève 2 et va remplacer chacun des points d'interrogation qui sont là par les éléments présents dans le tuple élève 2. Donc j'étais pas obligé de créer le tuple à part, j'aurais pu en fait directement copier ça à cet endroit-là. Ça m'aurait évité de créer le tuple ici. Mais bon, pour l'exemple, je trouve que c'est plus parlant de cette façon-là. Et ne pas oublier de valider cette insertion avec connexion.commit. Voilà, donc on va tester. Je vais exécuter ce code. Je retourne voir ma base de données, bien sûr j'actualise, et je vois que j'ai bien le deuxième élève qui a été inséré dans la base de données. Et on voit bien que l'ID a été calculé automatiquement, comme le dernier élève enregistré avait pour ID 1, automatiquement avec l'auto-incrément, l'ID de l'élève suivant ce sera 2, le suivant ce sera 3, ainsi de suite. Je voulais vous montrer qu'on peut aussi insérer un élève pour lequel les données auraient été enregistrées dans un dictionnaire. Donc par exemple, j'ai un élève 3, voilà, qui est cette fois-ci mémorisé dans un dictionnaire. Donc un dictionnaire qui a 4 clés, nom, prénom, âge et classe. Et en fait, pour insérer cet élève-là, on va pouvoir reproduire un petit peu le même principe que précédemment. Donc bien sûr, c'est élève 3 qu'on va vouloir insérer, sauf que cette fois-ci, je ne dois pas mettre des points d'interrogation, il va falloir que j'utilise la syntaxe suivante, c'est-à-dire que je vais écrire 2 points,
et ensuite la clé du dictionnaire que je veux insérer. Donc ici, je vais passer mon dictionnaire en deuxième paramètre, et là, je vais préparer ma requête en indiquant les clés souhaitées qui vont être remplacées par les valeurs associées de notre dictionnaire. Donc là, par exemple, la clé nom va être remplacée par la valeur associée à la clé nom du dictionnaire élève3, c'est-à-dire va être remplacée par marchand. Voilà, et on fait la même chose avec les autres points d'interrogation, c'est-à-dire que ici je vais écrire 2 points prénom, ici 2 points âge, et enfin 2 points classe. Donc l'utilisation de dictionnaire a l'avantage de ne pas avoir à se soucier de l'ordre dans lequel on va écrire les éléments dans notre séquence de données. Donc là par exemple, notre tuple, il faut absolument qu'il soit rangé, enfin que les valeurs soient rangées dans le bon ordre, sinon il y aura un problème ici quand on va insérer les données. Là pour le dictionnaire, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc les deux sont possibles. On peut vérifier en exécutant l'instruction, enfin en exécutant le code qui est là, et je retourne sur ma base de données, j'actualise et je vois bien que j'ai mon troisième élève, donc là Marchand Marie, qui a bien été ajouté à ma base de données. Voilà, donc là pour le moment on a inséré les élèves un par un. Alors on peut faire comme ça, sauf que c'est quand même pas très pratique et on voit bien qu'on réécrit plus ou moins toujours la même chose. Donc il y a moyen bien sûr d'insérer plusieurs élèves en même temps. Donc là par exemple je vais prendre, j'avais préparé un petit code avec d'autres élèves. Donc là vous voyez que les élèves sont mémorisés dans des tuples, donc on va plutôt être sur quelque chose qui ressemble à l'élève 2. On va pouvoir écrire cette instruction et l'insérer dans une boucle for, et cette boucle for va parcourir en fait les différents élèves de notre table. C'est-à-dire que je peux écrire quelque chose comme ça, donc pour chaque élève qui est dans ma liste autre élève, ce que je vais faire, c'est ce qui est là. Voilà, donc bien sûr ici je ne mets pas élève 2, je mets élève. Voilà, donc bien sûr il ne faut pas que j'oublie à la fin de valider toutes ces insertions. Voilà, donc on peut faire comme ça. J'exécute, on va quand même vérifier que ça fonctionne, et ensuite je vais vous montrer que c'est pas forcément le plus pratique, il y a quelque chose qui est prévu pour. Donc j'ai exécuté, j'actualise ma table, et on voit bien que j'ai mes autres élèves qui ont bien été insérés dans ma table de données. Donc, comme je viens de le dire, il y a moyen de faire autrement. C'est-à-dire que ça, c'est pas ce qui va être privilégié, surtout si les données sont directement mémorisées comme ça dans une liste de tuples. En effet, on a une méthode qui s'appelle executeMany, qui est similaire en fait à la méthode execute, sauf que elle va permettre d'exécuter plusieurs insertions en une seule fois. Donc en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est écrire donc cursor.executeMany. Ensuite, premier paramètre, c'est la chaîne de caractères qui correspond à notre requête SQL. Donc pardon, c'est pas celle-là que je vais copier, mais c'est celle-ci. Voilà. Et en deuxième paramètre, à cette fonction, on va lui passer directement notre liste de tuples. Voilà. Et si on fait ça, et qu'on exécute, on va voir, alors bien sûr j'ai oublié de rajouter le commit, pour que ça fonctionne bien, et donc si on exécute ça, ça va marcher de la même façon que ça, mais c'est bien sûr un tout petit peu plus court. Et évidemment, la méthode executeMany est prévue pour faire ce genre de choses, donc c'est plutôt celle-ci qui est à utiliser. Donc là je vais réexécuter tout cela, et on va bien voir que tous les élèves sont de la même manière que précédemment bien ajoutés à notre table. Donc je retourne sur DB Browser for SQLite, j'actualise et je me rends compte que les élèves sont bien tous enregistrés dans ma table. Et bien sûr, ce que l'on vient de faire avec des listes de tuples, on peut également le faire avec des listes de dictionnaires. Si les élèves étaient mémorisés dans des dictionnaires, on aurait le même genre de choses à faire, bien sûr en remplaçant les points d'interrogation par 2 points et puis le nom des clés que l'on souhaite, comme on l'avait fait pour l'élève numéro 3. Voilà, maintenant qu'on a vu comment insérer des données dans notre table, on va voir comment récupérer des données, c'est-à-dire on va maintenant écrire des requêtes d'interrogation pour aller chercher des informations qui sont dans notre table. Pour effectuer des requêtes d'interrogation dans notre base de données, on va aussi utiliser la méthode execute comme précédemment, sauf que cette fois-ci on va lui passer des chaînes de requêtes qui correspondent à des requêtes d'interrogation, c'est-à-dire des requêtes qui vont commencer par select. Donc commençons par récupérer toutes les informations de notre base de données. Donc pour cela, on va utiliser, comme je l'ai dit, la méthode execute. Donc on lui passe en paramètre
l'instruction, enfin la requête SQL qui permet de sélectionner tous les élèves, donc c'est select étoile from élève. Et les résultats de cette requête, je vais les stocker dans une variable que je vais appeler RES, comme résultat en français ou result en anglais. Et ensuite, j'ai moyen de récupérer tous les résultats avec la méthode fetchAll. Donc en fait, je vais appliquer la méthode fetchAll à l'ensemble de mes résultats. Donc résultat.fetchAll. Et donc là, si je veux voir ce que ça donne, je vais faire un affichage de tout cela, et regardons ce que ça donne. Donc j'exécute ce code, et regardez ce qui se passe en sortie. Je vois bien que j'ai récupéré toutes les données qui avaient été insérées dans notre base de données, donc là, tous les élèves. On remarque que la méthode fetchAll renvoie en fait une liste de tuples. Il est aussi possible de convertir notre itérable RES, là qui est renvoyé par la méthode execute, avec la fonction list de Python qui va automatiquement convertir notre itérable RES en une liste. Si on affiche RES directement, ça ne va pas marcher, ça ne va pas être un objet qu'on peut afficher directement. Mais si je fais, donc par exemple, si je fais print list de RES, ça va me donner exactement la même chose que précédemment. Voilà, je retrouve bien ma liste de tuples. Voilà. Donc ça, c'était pour récupérer tous les élèves. Donc on utilise fetchAll. Si je veux récupérer qu'un seul résultat, je vais pouvoir utiliser la méthode fetchOne. Donc je vais écrire res.fetchOne. Donc comme son nom l'indique, on va récupérer un seul résultat. Donc je vais afficher ça pour que vous voyez ce qui se passe. Et on voit bien ici qu'il n'y a qu'un seul résultat qui a été renvoyé. En réalité, fetchOne, il faut se méfier, ça ne renvoie pas le premier résultat d'une requête, mais ça va renvoyer la prochaine ligne du résultat de la requête. C'est-à-dire que si je refais un fetchOne juste après, bah ça va me renvoyer, le deuxième va me renvoyer le deuxième élève. Donc on voit bien, le premier m'envoie le premier élève, le deuxième élève. Si j'en rajoutais un, ça me renverrait le troisième élève. En fait, notre curseur, il se déplace au fur et à mesure. Et une fois qu'on a fait un fetchOne, bah notre curseur, il s'est déplacé et il est maintenant au niveau du deuxième élève. Donc si on refait fetchOne, ça va nous renvoyer le deuxième élève, ainsi de suite. Et il y a moyen encore, dernière chose, de choisir le nombre de résultats que l'on veut renvoyer. Donc pour cela, on va utiliser la méthode fetchMany. Donc fetchMany. Et en paramètre, on va lui passer le nombre de résultats que l'on souhaite. Donc par exemple, si je veux récupérer 3 résultats, je vais faire res.fetchMany. Donc encore une fois, j'affiche ça pour qu'on voit ce qui se passe dans la console. Et là, on va voir que je récupère bien les 3 premiers résultats. D'accord ? Alors il faut savoir, c'est le même principe que fetchOne. Une fois que j'ai récupéré les 3 premiers résultats, si je réutilise fetchMany, eh ben, ça va me renvoyer des résultats à partir du 4e élève. D'accord ? Donc on peut vérifier, hein, donc je peux refaire un fetchMany 3 juste en dessous, je suis pas obligé de faire 3 d'ailleurs, je fais ce que je veux. Donc je vais effacer ça pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Je réexécute mon fichier et je vois que le premier fetchMany me renvoie les 3 premiers élèves et le deuxième fetchMany 3 me renvoie les 3 élèves suivants, ainsi de suite. Donc petite remarque, on n'a pas eu besoin de faire un commit tout simplement parce que les requêtes qu'on vient de faire sont des requêtes d'interrogation qui ne modifient pas, qui n'occasionnent pas des changements sur notre base de données. En fait, le commit il sera à faire uniquement après des requêtes qui vont modifier notre base de données. Donc typiquement des requêtes où on va insérer des éléments dans notre base de données ou modifier des éléments dans notre base de données. Donc voilà pour les 3 méthodes, fetchAll, fetchOne et fetchMany. Je commente ces 2 lignes qui sont ici pour pas qu'on ait les affichages à chaque fois par la suite. Et d'ailleurs, je vais aussi commenter cette ligne-là pour que cette requête ne soit pas exécutée par la suite. Pour en terminer avec les requêtes, je veux aussi vous montrer qu'on peut construire des requêtes d'interrogation avec des paramètres, comme on l'avait fait précédemment ici avec des points d'interrogation ou avec les clés des dictionnaires. En effet, la plupart du temps, lorsqu'on veut faire une requête d'interrogation, les données
qui vont intervenir dans notre requête sont stockées dans d'autres variables, et en pratique elles sont même souvent renseignées par un utilisateur, l'utilisateur de notre application. Donc on peut procéder de la même façon que précédemment, c'est-à-dire qu'on peut stocker les résultats de notre requête dans un objet, la RES. Donc par exemple, j'aimerais récupérer cette fois-ci les données sur les élèves qui s'appellent Dupont. Donc là, je ne vais pas récupérer des données sur tous les élèves, mais seulement sur les élèves dont le nom est Dupont. Donc pour faire ça, j'écris ma requête SQL ici, donc select. Donc moi, je veux récupérer par exemple juste l'identifiant, le nom et le prénom, ça me suffira, de ces élèves, et pas toutes les données de chaque élève. Donc select ID, nom, prénom, from élève, et je vais rajouter une condition, donc un where, sur le nom. Voilà. Et le nom, j'aimerais que ce soit Dupont. Alors je peux l'écrire comme ça. Donc je peux l'écrire directement dans la chaîne de requête, mais ce que je vais vous montrer, c'est comment le passer en paramètre pour faire une requête préparée. Donc je mets un point d'interrogation, et je vais passer un deuxième paramètre à ma méthode execute. Ce deuxième paramètre, il faut que ce soit un tuple. Et donc là, par exemple, je vais mettre le tuple juste avec Dupont. Et donc là, ce que j'ai écrit, ça ne va pas marcher. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je vais afficher tous les résultats. Donc fetch all, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs Dupont dans notre table. Vous l'avez sans doute déjà remarqué. Donc si je fais ça, il va y avoir un problème. Donc je vais exécuter pour qu'on voit le message d'erreur qui est renvoyé. On voit qu'ici, il y a un problème. C'est que, en deuxième paramètre, je n'ai pas passé un tuple, parce que si j'écris comme ça un seul élément entre parenthèses, ce n'est pas considéré comme un tuple. Pour que ce soit considéré comme un tuple, il faut absolument rajouter, et c'est une petite subtilité, c'est pour ça que j'insiste un petit peu dessus, il faut ajouter une virgule. Même si on ne rajoute rien après, le fait de rajouter cette virgule va faire que cet élément-là est bien considéré comme un tuple, et donc Python va bien pouvoir faire la correspondance entre ce point d'interrogation et la valeur qui sera à cet endroit. On peut vérifier, je réexécute ça, et on voit bien qu'il n'y a plus de message d'erreur, et il y a bien des données qui sont renvoyées. Et donc là en particulier, on voit, grâce au fetch all, qu'on a récupéré les informations sur tous les élèves qui ont pour nom de famille Dupont. Donc on voit qu'il y en a 4 et qui sont bien tous renvoyés par le fetch all. Bien sûr, on peut aussi utiliser des dictionnaires. Donc par exemple, ce qui est là, on pourrait l'écrire de cette façon là, en utilisant des dictionnaires. Donc à la place du point d'interrogation, on met 2 points nom. Et là, on peut créer nous-mêmes notre dictionnaire. Par exemple, on peut le créer directement ici, avec une clé nom, qui aura pour valeur Dupont. Voilà. Donc la clé, elle s'appelle bien nom. Et donc, ce qui est ici, donc le 2 points nom, va être remplacé par la valeur associée à cette clé nom. Donc si on fait ça, on va voir qu'on obtient exactement la même chose. Donc on voit bien qu'on a les deux affichages identiques correspondant à notre fetch all. Donc dernière chose sur les requêtes d'interrogation, c'est que là vous pouvez vous dire mais à quoi ça sert de mettre ici un tuple avec la valeur Dupont, sachant qu'on pouvait écrire directement la chaîne de caractères Dupont à cet endroit-là. En effet, mais la plupart du temps, ce sont des utilisateurs qui vont utiliser votre application. Et ce nom-là, Dupont, ou un autre nom d'ailleurs, sera renseigné par un utilisateur. Donc par exemple, par l'intermédiaire d'un champ de saisie. Voilà, l'utilisateur va taper dans un champ de saisie le nom qu'il souhaite, et ensuite une requête va être exécutée pour aller récupérer tous les élèves qui correspondent au nom renseigné par l'utilisateur. Donc pour ce genre de choses, en fait, ce qu'on peut faire, et ce qui est fait en pratique dans les applications, c'est que ce sont des fonctions qui vont être appelées, une fois qu'un utilisateur a saisi par exemple un nom, une fonction va être appelée pour aller récupérer les informations sur les élèves demandés. Donc pour faire cela, on va pouvoir écrire une fonction, donc que je vais appeler par exemple récupérer élève par nom, et en paramètre à cette fonction, on va passer un nom de famille, qui sera celui saisi par un utilisateur par exemple. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va écrire les instructions habituelles. Donc pour gagner un petit peu de temps, j'avais préparé le code. Donc on établit la connexion avec notre base de données, on crée notre curseur, on exécute notre requête, d'accord? Donc c'est la même requête en fait que celle qui est faite juste au-dessus à cet endroit-là, sauf que ici, à la place de mettre Dupont,
je vais mettre le nom qui sera passé en paramètre à notre fonction. Donc là, en particulier, le nom qui serait saisi par un utilisateur. Voilà. Et ensuite, on récupère tous les résultats avec fetchAll, on les stocke dans une variable qui s'appelle élève, donc qui sera donc une liste, comme on l'a vu précédemment. On ferme la connexion et ensuite on renvoie cette liste. Donc bien sûr ici, il faut stocker les élèves dans une liste pour pouvoir les renvoyer après et pour qu'on puisse entre les deux fermer notre connexion. Voilà, donc on va tester notre fonction. Donc là, je vais commenter ces lignes-là pour qu'elles ne soient pas exécutées à nouveau. Et donc là, je vais faire un essai. Je vais récupérer les élèves par nom. Par exemple, je vais mettre Martin. Donc là, bien sûr, selon cette configuration, il faut que je fasse un affichage pour qu'on ait quelque chose en console. Donc si je fais récupérer élève par nom Martin et qu'on exécute ça, regardons ce qui se passe, ça a bien fonctionné, on a bien récupéré la liste avec les deux élèves qui ont un nom de famille correspondant à Martin. Je peux faire la même chose avec un autre prénom, donc par exemple Richard. Je crois qu'il y a un élève qui s'appelle Richard dans ma liste d'élèves, et par exemple je vais mettre un élève qui n'existe pas, pour voir ce qui se passe aussi. Donc je fais ces trois affichages. Donc le premier on en a déjà parlé, le deuxième on voit bien qu'on a une liste avec un seul élément, puisqu'il n'y a qu'un seul élève qui a pour nom de famille Richard dans ma base de données, et on voit que le dernier, donc récupérer élève par nom Obama, me renvoie une liste élève qui est vide. Voilà, donc notre fonction a l'air d'être opérationnelle. Pour terminer cette vidéo, je vous propose un bilan rapide de ce qui a été abordé. La bibliothèque SQLite 3 de Python permet d'interagir avec une base de données SQLite. On voit ici à l'écran la syntaxe générale du code qu'il faudra écrire. On commence par établir la connexion avec notre base de données grâce à la méthode connect. Cela nous permet de créer un objet de type connexion que l'on va utiliser par la suite pour créer ce qu'on appelle un curseur, ici qui s'appelle CUR. Et c'est grâce à ce curseur que l'on va pouvoir exécuter les requêtes que l'on souhaite par la suite. Et enfin, on terminera par fermer la connexion avec notre base de données. Quelle que soit la requête ici que l'on va exécuter, que ce soit une requête de mise à jour ou une requête d'interrogation de notre base de données, on va pouvoir utiliser la méthode execute de notre curseur, qui va prendre en paramètre une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères représente la requête SQL que l'on veut exécuter. Donc par exemple, pour créer une table, la requête commence par create table. En revanche, si on veut insérer des enregistrements, elle va commencer par insert into. Très souvent, une requête est construite à partir de données stockées dans des variables. Pour utiliser ces données dans la requête, on fabrique ce qu'on appelle une requête préparée. On utilise des points d'interrogation dans la chaîne de requêtes, et on va utiliser un deuxième paramètre pour notre méthode execute, qui sera un tuple. Dans ce cas-là, chacun des points d'interrogation sera remplacé par les valeurs du tuple. On peut également utiliser un dictionnaire. Il faudra à ce moment-là remplacer les points d'interrogation par les clés du dictionnaire précédées d'un 2 points. Ces insertions occasionnent des modifications de notre base de données. Pour qu'elles soient réellement sauvegardées en base de données, il faut les valider grâce à la méthode commit de notre connexion. Enfin, dans le cas où on dispose de plusieurs données mémorisées dans une liste de tuples ou une liste de dictionnaires, on peut avantageusement utiliser la méthode execute many qui permet d'effectuer plusieurs insertions en une seule ligne, en passant la liste de tuples ou la liste de dictionnaires en deuxième paramètre à la méthode. Pour récupérer des données stockées en base de données, on utilise encore une fois la méthode execute, mais avec une requête commençant par le mot select. On peut passer des données à cette requête comme précédemment, des données pouvant être mémorisées dans un tuple ou un dictionnaire. En stockant le résultat de la requête dans une variable, ici la variable res comme résultat, on peut appliquer des méthodes à cette variable pour récupérer les différents résultats. Si on applique la méthode fetchAll, on va récupérer toutes les lignes correspondant à la requête. Si on utilise la méthode fetchOne, on récupérera une seule ligne, et si on utilise la méthode fetchMany, on va pouvoir récupérer un nombre souhaité de lignes. Je termine en insistant sur l'importance de construire des requêtes préparées, donc avec des points d'interrogation, là si on passe un tuple, ou des clés si on passe un dictionnaire, principalement lorsque ces requêtes font appel à des données saisies par un utilisateur, par exemple le nom d'un élève comme on l'a vu dans la vidéo. En effet, si l'on n'avait pas construit des requêtes préparées comme c'est le cas ici,
et qu'on avait construit les chaînes des requêtes comme des chaînes de caractères classiques, on aurait introduit une faille de sécurité importante dans notre programme ou notre application, qui deviendrait vulnérable à ce qu'on appelle des injections SQL. J'illustrerai cette faille de sécurité dans une prochaine vidéo pour vous montrer les conséquences désastreuses que cela peut avoir. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt!